aujourd'hui. Yannick Jadot, candidat à l'élection présidentielle. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le grand studio de RTL. Et d'abord un grand merci pour votre attention et votre fidélité. Selon les derniers chiffres d'audience, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Bonjour Yannick Jadot. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et à mes côtés pour vous interroger, Marion Mourgue du Figaro. Bonjour. Marion. Et Adrien Jeanne de TF1 LCI. Bonjour Adrien. Bonjour. Cette émission est bien sûr en direct. Vous pouvez interagir à tout moment avec l'invité hashtag le grand jury. Et vos questions seront relayées en fin d'émission par Marie-Pierre Haddad dans Paroles aux électeurs. Alors Yannick Jadot, vous voyez loin. Dans votre message aux Français sur les réseaux sociaux en décembre, vous leur présentiez vos vœux pour 2027. Au sortir donc de votre premier quinquennat et d'ailleurs votre dernier, puisque si j'ai bien compris, vous militez pour un seul mandat présidentiel. Un président sans cravate d'ailleurs, comme aujourd'hui. Mais d'ici 2027, Yannick Jadot, il y a bien sûr 2022. Ça ne vous a pas échappé pour l'instant. Non, ça ne m'a pas échappé. C'est loin d'être gagné pour vous. La prise de conscience des dangers que rencontre notre planète semble désormais acquise, mais visiblement pas suffisamment pour imaginer un écolo à l'Élysée. On va en parler bien sûr. Mais d'abord, c'est fait, Yannick Jadot, Christiane Taubira est officiellement candidate. Elle participera à la primaire populaire, mais vous non, Anne Hidalgo non plus. L'union de la gauche semble donc morte et enterrée. Yannick Jadot, que répondez-vous aujourd'hui aux électeurs de gauche qui vous disent en substance « Vous êtes tombé sur la tête, vous ne pensez qu'à vous et vous nous méprisez ». Je leur réponds qu'au moment où l'actualité à chaque journal depuis une semaine, c'est est-ce que Djokovic va participer au tournoi de tennis en Australie, il y a plus de 50 degrés en Australie. C'est une canicule, on bat des records de chaleur dans l'hémisphère sud. Dans l'hémisphère nord, dans le nord du Québec, on est à moins 50 degrés. On a des amplitudes de 100 degrés sur la planète. On a battu des records cet été un peu partout. Et vous savez, les canicules, c'est une très forte mortalité. J'étais il y a quelques jours dans les Alpes avec Éric Piolle. Et là-bas, c'est pratiquement 50% des stations de ski qui ne vont plus avoir assez d'enneigement pour vivre du ski. Ce que je leur réponds, c'est que le climat doit être notre priorité absolue. Mais alors Yannick Jadot, justement, est-ce que c'est pas... Non mais pardon, parce que ce que vous dites, c'est la preuve qu'il y a une urgence. Et qu'à travers cette priorité du climat, nous allons reconstruire l'économie et nous allons réinventer et relancer la justice sociale dans notre pays. Oui, et donc, c'est ça que je réponds. Yannick Jadot, un discours de campagne. C'est la seule justification profonde à ma candidature. S'il y a urgence, pourquoi à ce point les candidats de gauche persistent à vouloir perdre, diviser, plutôt que à s'unir pour tenter de gagner? Aucun de vous n'est en capacité aujourd'hui de se qualifier. Vous l'avez dit aujourd'hui. On va laisser s'installer la campagne présidentielle. On va laisser les Françaises et les Français, le 10 avril, décider qui sera au second tour. Et ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, moi, ce que je veux faire dans cette campagne, c'est la guerre pour le climat. C'est pas la guerre avec la vieille gauche ou au sein de la vieille gauche. C'est qui la vieille gauche, pardon? C'est qui? C'est Christiane Taubira et Anne Hidalgo? Mais moi, ce que je vois, c'est que ma candidature est issue d'une primaire citoyenne qui a rassemblé 3 listes qui étaient présentes dans le dernier scrutin national que nous avons eu pré-Covid, les européennes. Il y avait 3 listes. Ma candidature est issue d'un rassemblement de ces 3 listes. Dans le spectre de la social-démocratie, qui visiblement n'a toujours pas fait l'inventaire du quinquennat Hollande, issu de ce spectre-là, il y a 3 candidatures. C'est leur sujet. C'est leur sujet, ça n'est pas le mien. Et justement, Yannick Jadot. Ma candidature, encore une fois, c'est le climat, c'est la biodiversité. Je serai la seule candidature, le seul projet politique qui nous permet de respecter la recommandation des scientifiques de ne pas dépasser 1,5 degré. Alors, justement, sur le climat, question de Marion. Vous commencez cette émission en évoquant le climat. Bien sûr. Cette préoccupation s'est installée dans le débat. Et en même temps, vous ne percez pas dans les sondages, vous n'êtes pas la seule candidature. Alors qu'est-ce qui cloche? Comment vous expliquez que vous ayez une sorte de boulevard et qu'aujourd'hui vous soyez dans une impasse avec X candidats autour de vous? Mais je suis la seule candidature écologiste. Mais elle n'est pas reconnue comme telle. Vous me parlez d'autres candidatures qui sont installées, qui ont géré,
qui ont eu des mesures ou des demi-mesures ou pas de mesures sur le climat, sur la lutte pour la biodiversité, y compris sur la justice sociale, et qui ne font pas de ce sujet du climat le sujet majeur. Je suis la seule candidature écologiste dans ce pays. Je suis la seule candidature qui fait de l'écologie, de la justice sociale et de la démocratie le cœur de son projet. Est-ce qu'on peut, à un moment donné, parler, cette campagne est en devenir, j'allais dire. Elle va commencer à s'installer. Elle va être très courte, y compris parce qu'elle est courte. Parlez aux Françaises et aux Français et ne parlons pas entre nous. Pardon, mais vous parlez par allusion, Yannick Jadot. Non, je parle pas. Gauche, mais c'est qui cette gauche vieillotte? C'est qui vous pique vos idées? C'est Anne Hidalgo. Ils sont si différents. Elles sont si différentes de vous, Anne Hidalgo et Christiane Taubira, dans leur ambition écologique. Vous savez, l'écologie, on a toujours été pour le logiciel libre. Alors que des candidates et des candidats viennent chercher dans nos idées certaines idées parce que faut parler du climat, parce que ça doit être dans le spectre des sujets dont on doit parler. J'ai pas de problème à ce qu'on vienne me voler mes idées et ce qu'on vienne nous voler nos propositions. Donc on vous vole, on vient vous piller. Mais aujourd'hui, on est effectivement à moins de 3 mois du premier tour de l'élection présidentielle. Ça fait 1 an qu'on travaille. Ça fait 1 an qu'on est sur le terrain. Un projet présidentiel, c'est pas simplement un concours de savonnettes. C'est pas une sorte de sondage grandeur nature. C'est proposer aux Françaises et aux Français des solutions pour le climat et pour leur pouvoir d'achat, pour la biodiversité. Quand vous voyez qu'Anne Hidalgo est sur la même idée, par exemple l'ISF climatique, non, c'est pas le même ISF climatique. Parle de la même chose. Regardez dans les détails, ce ne sont pas les mêmes projets. La question, c'est est-ce qu'on fait du climat une priorité absolue? Je suis le seul. Est-ce qu'on fait de la biodiversité une priorité absolue? Je suis le seul. J'étais hier avec un paysan dans l'Aisne, dans mon département, dans ma Picardie. Ce paysan, il y a une vingtaine d'années, il est tombé malade à cause des pesticides. Il contrôle toujours son sang pour savoir s'il n'a pas développé, comme trop de paysans dans notre pays, une leucémie ou une maladie de sang liée aux pesticides. Il a converti son exploitation. Il gagne plus d'argent. Son exploitation est neutre en carbone alors que le reste de l'agriculture contribue au dérèglement climatique. Il est inscrit sur son territoire, il fait des produits de qualité. Il est fier, Eh bien, les différents quinquennats qui ont précédé, celui de Macron, celui de Hollande, comme celui de Sarkozy, ont tous poussé à l'augmentation des pesticides. Alors, pas leur réduction, à l'augmentation des pesticides. Vous considérez aujourd'hui que la gauche et les écologistes sont sur la bonne voie, vont dans la bonne direction? Mais l'écologie, aujourd'hui, a sa cohérence. L'écologie est le seul logiciel qui répond aux défis. Il y a des candidats et une campagne. Est-ce qu'à un moment donné... Ah oui, tout le monde en parle. Le président Macron en parle et pourtant on prend du retard. Ça restera le président de l'inaction climatique. La droite en parle, mais ils font exactement l'inverse. Ils sont pour les énergies fossiles, ils sont contre les énergies renouvelables, ils sont pour les pesticides. Et une partie, eh bien elle en parle. Eh bien tant mieux. Elle en parle mal. Mais je comprends pas. Mais vous comprenez très bien. Yannick Jadot, comment ça se fait? Avec tout ce que vous venez de nous dire, vous n'êtes pas à 15% dans les sondages. Si vous dites l'écologie c'est moins, vous devriez être bien au-delà de 8% d'aujourd'hui. Vous êtes trop au fait de la politique. Vous avez trop d'expérience et de recul sur les élections pour savoir, que les sondages se plantent à chaque fois. C'est quand même assez étonnant que les sondages se plantant à chaque fois, le lendemain de l'élection, les sondeurs sont censés être prescripteurs du débat politique. Vous dites aux autres, rejoignez-moi aujourd'hui, vous le dites à Christiane Taubira, mais je dis à tous les humanistes, je dis à tous les progressistes que le seul logiciel politique cohérent, parce qu'il ne s'agit pas de faire des petites touches et puis de faire de la com'. C'est pas ça la politique. Regardez l'état du pays. Faut être un peu sérieux quand on se présente à une élection présidentielle. Faut avoir des réponses concrètes, crédibles pour gouverner. Pas simplement à un moment donné pour faire des réseaux sociaux ou faire des images. Je vous dis ce que je fais.
Je vous dis ce que je fais. Vous avez l'air de nous dire en creux ce que ne font pas les autres. Je vous dis ce que je fais. Yannick Jadot, on vous connaît parfois à parler plus clair. Oui. Là, on est je prépare. Mais il faut décoder. Mais vous n'avez rien à décoder. Bah si. La seule chose que vous devez comprendre, et ce que comprennent aujourd'hui parfaitement les Françaises et les Français, c'est qu'il y a une gauche qui aujourd'hui règle ses comptes sur le quinquennat Hollande. Ça, voilà. C'est Hidalgo et le spectre. Et Montebourg. C'est le spectre du quinquennat Hollande. Et vous, parce que c'est un quinquennat auquel vous avez participé, il y avait des écologistes au gouvernement. Vous savez, on l'a quitté parce qu'il n'a pas fait d'écologie et qu'il a fini avec les lois de travail. Donc, si vous voulez, c'est un quinquennat qui a renoncé sur l'écologie. C'est un quinquennat qui a renoncé sur la justice sociale et qui a fini, vous le savez, avec la déchéance de nationalité. Donc ça montre que la social-démocratie a démontré ses limites dans les dernières années. Moi, je prends, quand vous me parlez toujours, vous me ramenez toujours à la gauche, mes racines politiques. Vous avez raison, c'est bien la justice sociale, c'est bien les libertés fondamentales, c'est bien les conquêtes démocratiques, c'est liberté, égalité, fraternité. Ça, c'est ce qui me forge. Moi, mes racines, c'est l'école publique. Mes parents étaient instituteurs. Je suis né dans le logement de fonction de l'école du village. C'est tout ça qui me fonde. Mais aujourd'hui, ce qui peut donner une perspective à la République, ce qui peut faire que liberté, égalité, fraternité, ce n'est pas une langue morte, c'est une langue vivante. Que ce sont des mots de jeunesse, ce sont des principes d'action dans la vie politique. C'est l'écologie qui peut apporter ça. Ce n'est pas des schémas politiques qui aujourd'hui, malheureusement, sont soit dans une impasse, soit obsolètes. Alors, Marion Mourgue. Anne Hidalgo pointe en creux votre inexpérience du pouvoir puisqu'elle insiste sur la sienne. Et elle n'a cessé de rejeter la faute de la désunion sur vous. Est-ce que finalement, ce n'est pas une manière de dire qu'il y a des doutes sur votre candidature, que vous ne seriez pas à la hauteur? Qu'est-ce que vous lui répondez? Vous interrogerez Anne Hidalgo sur ce qu'elle a envie d'exprimer. Mais est-ce que vous avez l'expérience qu'elle a suffisante? Vous dépeignez un tableau très sombre. Et il l'est sur la situation actuelle. Est-ce que vous auriez l'expérience pour rassembler tout le monde? Il y a des doutes aussi sur la candidature. C'est assez intéressant que celles et ceux qui gouvernent depuis des années, qui ont sacrifié le climat, qui ont sacrifié la biodiversité, qui ont laissé exploser les inégalités sociales, les inégalités scolaires, mais tous ceux qui ont gouverné ces dernières années. Enfin, reprenez l'hôpital public. C'est pas d'hier, et c'est même pas seulement d'Emmanuel Macron, qu'on a fermé des lits, qu'on a fait de l'hôpital une entreprise qui devenait être rentable quand les personnels soignants sont en burn-out, que l'hôpital public est au bord du gouffre. Donc, ce que je veux dire, c'est que toutes celles et tous ceux qui réclament la crédibilité d'avoir géré devraient s'interroger d'abord sur leur bilan, expliquer aux Françaises et aux Français pourquoi ils ont abandonné l'école, qui est l'outil indispensable, comme l'enseignement supérieur, l'outil indispensable pour avoir une société de connaissances, une société d'innovation, une société d'intelligence. Ils ont abandonné l'école publique, ils ont abandonné l'hôpital public qui est le joyau de notre politique de santé. Tout le monde s'en rend compte aujourd'hui et j'ai des propositions très fortes sur l'hôpital. J'étais à l'hôpital de Saint-Denis il y a quelques jours. Je discutais évidemment en réanimation, les manques de moyens, les personnels qui ne sont plus là parce qu'ils sont en burn-out et qui ne sont plus recrutés parce que les salaires sont médiocres, les conditions de travail difficiles. J'ai rencontré les chirurgiens, l'équipe de chirurgiens. Ils sont désespérés. Yannick Jadot, ça, c'est pas que de l'écologie, c'est la preuve que vous pouvez parler autre chose que d'écologie, donc les autres candidats peuvent aussi parler d'écologie. Sur les chirurgiens, pardonnez-moi. Vous savez, la Seine-Saint-Denis, c'est un département difficile du point de vue social, y compris avec des cas en matière de santé, beaucoup de populations éloignées de la santé. Ils voient arriver des personnes atteintes de cancer, et ces cancers sont en train de métastaser. Ils ne peuvent pas s'en occuper aujourd'hui parce que des gouvernements ont abandonné l'hôpital public. Vous savez ce que et qu'on me fait la leçon de crédibilité de gouvernement. Vous les abandonnez parce que vous n'êtes pas capable de porter ce discours sur l'hôpital que vous avez en partage de manière unie. Arrêtez de croire que, au fond, l'union dans les approximations, dans les ambiguïtés, avec des personnes qui n'ont jamais fait de l'écologie, le cœur de leur projet serait la martingale. On n'est pas les seuls. Ce qui est la martingale, je vais vous dire en politique, ce qui est la martingale. Notre pays est un pays politique.
Notre pays est un pays de débat d'idées. Et ben moi, les écologistes vont faire dans cette campagne, ils vont montrer que ce pays n'est pas condamné au suicide, comme le dit Zemmour, que ce pays, c'est un pays de victoire, c'est un pays d'innovation, c'est un pays de recherche, c'est un pays d'invention, c'est un pays de solidarité. Et nous allons démontrer dans cette campagne que l'écologie, c'est bien l'alternative au statu quo dramatique d'Emmanuel Macron et c'est bien l'alternative aux pulsions de mort de Zemmour. Nous sommes les pulsions de vie. Il n'y a pas que les candidats, il y a aussi des citoyens qui sont rassemblés derrière un label, la Primaire Populaire, qui sont plusieurs dizaines de milliers, même centaines de milliers si on prend la première vague de signatures, qui vont organiser un scrutin. Christiane Taubira a dit qu'elle y participait. Vous avez dit que vous ne participiez pas. Pour autant, votre nom sera bien soumis au vote. Est-ce que vous leur demandez de retirer votre nom ? On leur a déjà demandé. Ils font des arguments juridiques comme quoi, à partir du moment où je suis candidat à l'élection présidentielle, ils peuvent instrumentaliser mon nom. C'est une mauvaise manière, vous dites ? Bien sûr. Quand vous voulez renouveler la politique, vous respectez les personnes que vous mettez sur votre liste. D'ailleurs, ce n'est même plus une primaire, parce qu'il n'y a pas de débat. Au fond, c'est un sondage sur un corps électoral très particulier. Donc pour vous, mais reconnaissez que ces personnes qui, il y a quelques mois, leur ambition de rassembler tout le monde, elle était forte, elle était légitime. Moi-même, j'ai rassemblé tous les dirigeants politiques, écologistes et de gauche pour parler projet. Pas simplement pour dire quelle est la meilleure savonnette qu'on va vous présenter. Est-ce que vous envisagez des poursuites contre cette primaire populaire pour faire retirer votre nom? Mais j'ai pas. Moi, je leur ai demandé plusieurs fois de retirer mon nom. Mais reconnaissez que ce soit d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon et moi-même, on a toujours été depuis le premier jour très très clair sur le fait que nous ne participerions pas à cette primaire. Pour vous, le résultat n'aura aucune valeur. Non, mais juste sur le résultat. Qu'il y a une forme de tromperie vis-à-vis des gens qui payent parfois. Reconnaissez qu'il y a une forme de tromperie vis-à-vis des gens qui payent parfois pour participer à ce scrutin en faisant croire que finalement les personnes qui sont sur la liste pourraient accepter le résultat de ce vote. Il y a une forme de tromperie. C'est leur affaire. Moi, je veux parler aux Françaises et aux Français. Encore une fois, s'il y a un résultat clair, est-ce que pour vous, ça voudra dire quelque chose ou vous n'en ferez rien ? Bah non, puisque j'ai jamais voulu participer à ça. Moi, j'ai jamais demandé aux militants écologistes de participer à une primaire. Je suis issu d'une primaire citoyenne. Est-ce qu'à un moment donné, sur vos antennes, on a débattu on a débattu beaucoup du contenu, je crois avec une certaine intelligence, dans le respect. Nous avons montré et notre différence et notre capacité à se rassembler autour d'un beau projet, qu'est le projet de l'écologie. Donc, moi, je suis issu d'une primaire citoyenne. À moins de 3 mois moi, ce n'est pas 2027 que je prépare, c'est 2022. À moins de 3 mois de l'élection présidentielle, je ne veux plus parler entre nous. Je veux parler aux Françaises et aux Français. Nous avons des propositions très fortes. Et je trouve que, vous voyez, il est midi 20. Non, mais attendez. Vous êtes parasité attendez, c'est la gauche qui s'auto-parasite. Laissez-moi finir. C'est la gauche qui est kamikaze. Mais c'est vous qui me posez les questions. Non, mais c'est ce qui se passe à gauche. Moi, je vous dis de ce qui se passe à gauche. Mais parlez-moi de ce qui se passe dans l'écologie, monsieur Sportouche. Non, mais les gens voient ce qui se passe à gauche. Non, mais c'est étonnant. Non, mais c'est quand même extraordinaire. Ils se disent, mais comment ça se fait ? Vous me dites que la primaire populaire parasite le débat politique, j'en conviens. Vous me dites que toutes ces histoires nous empêchent de parler aux Françaises et aux Français, j'en conviens. J'ai toujours dit que je ne participerai pas à la primaire populaire et ça fait 20 minutes que plutôt que de parler du climat, de l'école, de la pandémie, des questions internationales qui passionnent. Yannick, vous savez, quand je suis sur le terrain, bien que les gens de gauche, on les interroge. Ils sont désemparés. Quand je suis sur le terrain, vous pensez qu'on me parle de la primaire populaire ? Quand je suis avec les salariés d'une usine, Yannick, personne n'oublie sur le terrain, mais pourquoi vous n'êtes pas ensemble ? Il n'y a que les journalistes qui vous posent cette question, très honnêtement. J'étais il y a quelques jours avec l'usine SAM, la fonderie qui est en train de fermer alors qu'elle s'est réorientée vers les équipements voitures électriques, voitures hybrides, que pendant des années Renault était donneur d'ordre. Cette usine est en train d'être délocalisée alors qu'on a besoin de ce qu'elle produit, y compris parce que ce gouvernement abandonne
toute notre industrie. Et ben j'aimerais qu'on parle de ça. Et on a bien compris, ce que vous nous avez dit, c'est que vous estimez que vous êtes sous-estimé dans les sondages, si je comprends bien. Vous dites aujourd'hui, je suis sous-évalué. Vous vous souvenez par exemple, du scrutin des européennes. Oui. Le matin même, dans les sondages confidentiels, on me mettait à 7 ou 8, j'ai fini à 13,5. Bon, on nous a fait le même coup. Là, vous pensez que vous allez arriver... fait le même coup. Vous savez, on parle beaucoup de virus en ce moment. Et je le dis aux Françaises et aux Français. Je le dis à celles et de ceux qui ont des valeurs de gauche ou celles et de ceux qui, aujourd'hui, voient bien que les urgences climatiques, sociales sont essentielles. Ne vous laissez pas contaminer par le virus de la défaite. Ce qu'on nous raconte et ce que certains dirigeants politiques racontent depuis des semaines, c'est une prophétie autoréalisatrice de défaite. Il y a de l'espoir dans ce pays. Moi, je rencontre plein de gens qui font des choses formidables. On peut gagner cette élection présidentielle. Ne vous laissez pas contaminer par le virus de la défaite et de la dépression. Votre analyse, vous serez au second tour, donc. Oui. Face à qui, à votre avis, le pays dit quoi aujourd'hui? Ce sera face à Macron, j'aimerais que ce soit face à Emmanuel Macron, très clairement. Je trouve que pour la santé de notre démocratie, pour la profondeur des différences de modèles qui est portée par Emmanuel Macron et par l'écologie, ce que ça veut dire sur la manière de gouverner, ce que ça veut dire sur... vous savez, moi, une de mes propositions fortes, c'est un revenu citoyen au niveau du seuil de pauvreté. Donc plus personne ne sera sous le seuil de pauvreté, à 880, 885 selon l'évolution du revenu médian, parce que le seuil de pauvreté, c'est un des calculs, c'est 50% du revenu médian, qui sera accessible dès 18 ans. On a 40% des étudiants, notamment celles et ceux qui n'habitent plus chez leurs parents, qui sont sous le seuil de pauvreté, qui ne mangent pas, qui sautent plusieurs repas par semaine parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Eh bien, vous voyez la différence fondamentale, par exemple, avec Emmanuel Macron. Il considère que les jeunes sont des assistés, qu'ils ne peuvent pas bénéficier des minima sociaux. Il a sous-investi sur l'université. Ça vous choque ce qu'il a dit sur l'université, qu'il faudrait peut-être augmenter les moyens, Bien sûr que c'est choquant. Enfin, vous savez, pourquoi c'est choquant? Pardon, pour faire suite. Oui. Est-ce qu'il ne faut pas faire payer plus ceux qui ont les moyens de payer davantage l'université? Est-ce que c'est pas ça la véritable égalité, Yannick Jadot? Ah non, l'égalité, c'est comme l'école. Alors vous pouvez considérer que... Mais pourquoi, votre raisonnement, pourquoi il ne porterait pas sur l'école primaire? Au fond, ceux qui ont les moyens, ils payent l'école. C'est le cas sur les impôts, ceux qui ont plus de moyens, ils payent plus d'impôts. D'accord, c'est le cas sur les impôts. D'ailleurs, on peut dire que Emmanuel Macron a baissé les impôts des plus riches. Autre différence. 16 ans, vous le savez, donc c'est une obligation que l'État doit. Est-ce que l'équité, ça passe pas aussi par ça? Une société, de payer plus quand on a les moyens de payer plus. Non, une société, à partir du moment où on a des services publics, qu'on considère que l'éducation est au cœur absolument d'une société, de l'intelligence, de la solidarité et de l'épanouissement et de l'émancipation. À partir du moment comme l'hôpital, ça doit rester gratuit. Emmanuel Macron, en 2017, quand il arrive au pouvoir, il sait qu'avec l'augmentation du nombre d'étudiants, il va baisser dans son quinquennat l'investissement par étudiant. Vous vous rendez compte? En 2022, au XXIe siècle, quand la compétitivité, la solidarité, la vitalité, la cohésion sociale dépend autant de l'éducation, dépend autant de notre capacité à investir sur l'enseignement supérieur, la recherche, l'innovation, il a décidé délibérément de sacrifier l'enseignement supérieur et l'université. Ça a augmenté sur les classes préparatoires, ça a baissé sur les universités. Eh bien, c'est choquant. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Moi, j'ai sacrifié l'université et en plus, je vais créer encore plus d'inégalités sociales et scolaires à l'entrée de l'université. C'est choquant, mais ça révèle ce qu'a été Emmanuel Macron, au fond, sur la jeunesse. C'est le président le plus jeune de la Ve République et c'est le président le plus anti-jeune de la Ve République. Ça en dit long. Adrien Gindre, toujours sur l'élection à venir, bien sûr, le second tour. Sur la question des parrainages également. Ça va. Oui, mais il n'y a pas que les vôtres, il y a ceux des autres candidats. Il y a par exemple Éric Zemmour qui fait valoir qu'il a certaines réticences de la part des élus. Est-ce que vous êtes de ceux, comme Anne Hidalgo ou Sandrine Rousseau, qui considèrent qu'il ne serait pas problématique qu'Éric Zemmour n'ait pas ses parrainages, ou est-ce que vous souhaitez qu'il les ait au nom du débat démocratique? On a ce débat à chaque élection présidentielle.
La réalité, c'est qu'à chaque élection présidentielle, celles et ceux qui veulent se présenter et qui existent dans le débat politique ont leur parrainage. Donc on arrête de faire ce faux débat autour des parrainages. Mais pour ma part, vous me parlez d'Éric Zemmour, vous me parlez de Jean-Luc, on parle souvent de Jean-Luc Mélenchon. Quand on est partie prenante comme ça du débat politique, il faut que le débat d'idées aille jusqu'au bout. Donc qu'ils aient leurs 500 signatures. Qu'ils puissent se présenter à l'élection présidentielle. Donc quand Sandrine Rousseau dit que c'est pas grave pour la démocratie, ça vous gêne? Non, elle critique Éric Zemmour, elle a raison. Non, elle dit s'il n'a pas les 500 parrainages, il est condamné, il a été condamné pour incitation à la haine raciale. Regardez. Est-ce que ça devrait l'empêcher de se présenter? C'est pas la loi aujourd'hui. Mais je pense qu'effectivement, un candidat ou une candidate qui serait condamné pour des faits qui sont tellement à l'opposé des valeurs de la République, que je pense que ça devrait être disqualifiant. Mais ça, c'est aux électrices et aux électeurs de le dire. Mais vous souhaitez qu'il ait ces 500 signatures? Moi, je veux que le débat politique ne soit pas tronqué par des règles qui, à la fin, n'ont jamais empêché personne de se présenter. Même la salle, il a ses signatures. Donc, même Nathalie Arthaud et l'autre, ils ont leurs signatures. C'est une comédie que joue Zemmour? Non, ça peut être compliqué à trouver. Mais à la réalité, à la fin, c'est qu'ils finissent toujours par trouver. Jean-Marie Le Pen a déjà été empêché de se présenter pour une question de parrainage en 81, je crois, de mémoire. On pourrait vérifier ça. On pourrait vérifier. Il a plutôt une bonne mémoire, vous savez, Adrien Jean. Mais il n'était pas né. Ça ne nous empêche pas de connaître l'histoire, heureusement. Mais dites-moi, vous dites tout à l'heure que Éric Zemmour était animé par des pulsions de mort. Oui, bien sûr. C'est-à-dire? Mais écoutez, tout son discours est mortifère. D'ailleurs, il en a fait un best-seller, ça s'appelle Le Suicide français. Qu'est-ce qu'il raconte, en fait? Il émet en permanence, effectivement, des pulsions de haine, des pulsions d'enfermement, de rétrécissement, des pulsions qui visent à exclure de la société, on l'avait bien compris, les musulmans, ça a été tout le début de sa campagne, et puis maintenant, y compris les handicapés. Ça le disqualifie, selon vous? Et moi, ça le disqualifie politiquement. Si vous voulez, quelqu'un qui, à un moment donné, est autant, au fond, à l'opposé de ce qui doit être la fierté française, à l'opposé de notre devise liberté, égalité, fraternité, à l'opposé même, au fond, d'une lecture lucide de l'histoire de France. Ce que raconte Zemmour, c'est que notre pays est en train de disparaître, que notre pays, c'est le grand remplacement. Eh bien, écoutez, moi, je veux plutôt faire du sujet du grand réchauffement l'alternative au fantasme du grand remplacement. Notre pays ne disparaît pas. Notre pays est fort. Sur tous les territoires, des gens qui font des choses extraordinaires. Moi, je ne veux pas que le best-seller de notre pays, ça soit le suicide français, ça soit la victoire française. Yannick Jadot, juste avant la pause, je confirme en effet après vérification par Marie-Pierre Haddad qui est en régie qu'en 1981, Le Pen a bien été empêché de se présenter parce qu'il n'avait pas assez de parrainage. C'était il y a un peu plus de 40 ans. Mais vous voyez, même quand on a cet âge-là, au moins on peut avoir de la mémoire. On se retrouve dans quelques instants pour la seconde partie de ce grand jury de Yannick Jadot. On parlera pouvoir d'achat. Sur Wikipédia. On parlera pouvoir d'achat tout de suite. Dans un dictionnaire aussi. Avec à mes côtés Marion Mourgue du Figaro et Adrien Gindre de TF1 LCI. On en vient au pouvoir d'achat et d'abord à l'électricité, puisque la facture d'électricité aurait pu augmenter considérablement. Le gouvernement a fait en sorte que ce ne soit au final que 4% d'augmentation. Yannick Jadot, est-ce que vous, président, qu'auriez-vous fait? Est-ce que vous auriez dit aux Français, écoutez, c'est le vrai prix de l'énergie, il faut le payer, de manière à encourager à une limitation de la consommation et une sobriété énergétique? Est-ce que vous auriez laissé le prix de l'électricité à son véritable coût, à son coût réel? C'est-à-dire plus 40% d'augmentation. Ça n'est malheureusement pas le coût réel de l'électricité. Ah, c'est plus que ça? Ah non. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, aujourd'hui, l'urgence qui est devant nous, c'est de reprendre le contrôle sur le marché de l'électricité ou sur les prix de l'électricité. Donc, il y a une mesure urgente à prendre et ça tombe bien, Emmanuel Macron préside le Conseil de l'Union européenne, c'est de remettre en cause les directives européennes sur le marché de l'électricité qui fait qu'on paye le coût de l'électricité. Aujourd'hui, c'est la dernière centrale à gaz qui est engagée en Europe. Mais répondez juste à ma question, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faites dans l'urgence? Alors, vous êtes président. Vous voyez l'électricité qui va augmenter de 40%. Vous dites, bon, écoutez, je fais en sorte, là, très vite, que ce soit 4%, comme le fait le gouvernement. Vous laissez le prix, le coût réel.
on fait comme on a fait, notamment dans la crise budgétaire face au Covid, on a suspendu toutes les règles budgétaires, toutes les règles relatives aux aides d'État. Je suspends les règles européennes en matière du marché de l'électricité qui font qu'aujourd'hui on paye une électricité beaucoup plus chère parce que nous sommes contraints par ces directives européennes. Donc vous, le défenseur de l'Europe, vous dites il faut des règles nationales. Non, je dis il faut de nouvelles règles européennes qui fassent qu'on ne dépende pas de Total, d'Engie et des Russes sur le prix de notre électricité. Première chose, c'est que vous faites une sorte de Frexit énergétique. Vous dites je ne respecte pas les règles européennes. Mais attendez, on est sorti des règles européennes pour pouvoir sauver nos économies. On sort des règles européennes pour pouvoir soutenir nos entreprises. Nous sommes dans une crise où l'électricité comme l'énergie vont être des enjeux majeurs des années à venir. On est d'accord. Attendez, je vais juste essayer d'expliquer un petit peu. Aujourd'hui, c'est quoi la situation de la France ? On est en déficit de production d'électricité parce que notre parc nucléaire souffre terriblement de son vieillissement et des problèmes de sûreté. Nos plus gros réacteurs sont à l'arrêt parce qu'ils ont des problèmes de sûreté. Nous n'avons pas, et les différents gouvernements, et le gouvernement Macron n'est pas le premier, nous avons sous-investi sur les économies dans nos logements qui permettent de réduire nos consommations, donc d'améliorer notre pouvoir d'achat. Nous avons en France, vous le savez, très sous-investi sur les énergies renouvelables. Donc aujourd'hui, on se retrouve coincé entre le nucléaire qui ne fonctionne plus et le gaz, qui est une énergie fossile qui dépend des Russes. Faisons les choses les unes après les autres. Sortons-en. Alors, justement, sur l'électricité, sur EDF, reprenons le contrôle. Alors, reprendre le contrôle. Est-ce que ça passe par une modification du statut d'EDF ? Oui. Aujourd'hui, on rappelle que l'État détient presque 84%. Oui. Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Qu'est-ce qu'il faut changer ? Il faut reprendre le contrôle total d'EDF. Il faut remettre EDF comme un établissement public, industriel et commercial, un EPIC. Mais qu'est-ce que ça changerait par rapport à aujourd'hui, où finalement l'État a réussi à imposer ce qu'il voulait ? Est-ce que on passe notre temps à regarder, quand l'État ferme une centrale nucléaire, on paye des indemnités astronomiques à EDF et aux actionnaires. Aujourd'hui, vous avez un opérateur EDF qui est en train de faire, à travers les décisions du gouvernement, est en train de se faire harakiri pour que Total et Engie fassent des records de bénéfices et versent des dividendes astronomiques à leurs actionnaires. Et donc ça coûte combien d'avoir 100% d'EDF pour le budget On est d'État ? autour de 5-6 milliards. C'est beaucoup moins cher que les 6 milliards pour les 15% restants dont l'État n'est pas actionnaire. Écoutez, regardez la capitalisation boursière d'EDF. Vous savez, les électriciens voisins, vous prenez un groupe comme Enel, vous voyez, le grand électricien italien. Lui, il a choisi de faire la transition énergétique, efficacité renouvelable. En 10 ans, il a multiplié par 4 sa capitalisation boursière. Côté EDF, il n'y aura plus de fournisseurs d'électricité privés. Mais si, c'est pas un monopole de production électrique. Ce que je veux, c'est que EDF devienne un outil stratégique puissant, cohérent, au service de la transition énergétique. J'ai proposé, sur les questions de pouvoir d'achat, vous le savez, plutôt que de baisser la fiscalité pour tout le monde, j'ai proposé un chèque énergie de 300 € pour les 6 millions de familles les plus pauvres, les plus impactées par la hausse des coûts de l'énergie. Ça, c'est la mesure conjoncturelle. L'autre mesure conjoncturelle, c'est qu'on arrête de dépendre des yo-yo et des stratégies de chantage des Russes et des autres sur le gaz. Alors, qu'on reprenne le contrôle de notre destin énergétique. C'est une annonce importante, c'est-à-dire vous dites on reprend le contrôle total, renationalisation totale d'EDF. Oui, c'est ce que vous souhaitez. Parce que l'électricité est devenue un bien commun qui est produit notamment par les centrales nucléaires, vous le savez. Il y en a quelques-unes qui peut être produit par les centrales nucléaires, on va y venir, qui peut être produit par des énergies renouvelables. On va y venir. Écoutez, vous avez raison, c'est bien notre problème. Mais qu'est-ce que vous, président, ça veut dire quoi ? Vous fermez combien de centrales nucléaires dès que vous arrivez à l'Élysée ? Je ne ferme pas de centrale nucléaire en arrivant à l'Élysée. Ah. Vous ne fermez pas les plus anciennes, par exemple ? Mais je vous pose la question. Vous dites qu'il va falloir les fermer. Je vais vous répondre. On investit massivement sur la rénovation des logements. Vous savez qu'on a pris beaucoup de retard. Le meilleur bouclier énergétique pour les familles françaises, c'est qu'on investit sur l'isolation de leur logement. Ce gouvernement ne le fait pas, et notamment pour
Vous savez, on a près de 6 millions de ménages qui vivent en précarité énergétique. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à se chauffer correctement en ce moment. C'est dramatique du point de vue de la santé, du confort et de tout. Bon, bref. Donc on investit massivement. 2 millions de familles les plus précaires verront leur logement rénové sans coût pour elles. Et ça coûtera combien à l'État ? Ça coûte autour de 3, 4 milliards, 5 milliards. On investit massivement là-dessus. Et vous savez, c'est rentable. Parce que quand l'État français aujourd'hui emprunte de l'argent à 40 ans, c'est quasiment à taux zéro. Investir sur la rénovation, c'est rentable à 25 ans. Et pour les ménages, c'est 5, 600, 700 euros d'économie par an. Si on revient Donc sur on les investit centrales, là-dessus. vous dites, je n'en ferme pas. Deuxièmement, on déploie massivement les énergies renouvelables. Une éolienne offshore, même pas connectée en France, 5500 en mer du Nord. On met le paquet sur le photovoltaïque, sur nos écoles, sur nos bâtiments. Que de l'offshore, vous faites aussi sur Terre. Mais Jean-Luc Mélenchon, la semaine dernière à votre place, disait que de l'offshore parce que franchement, sur la Terre, les gens n'en veulent pas. Ça dépend où. Vous voyez, j'étais hier, je vous le disais, dans l'Aisne, du côté de Montcornet. Vous avez beaucoup d'éoliennes autour de Montcornet. Sur aussi peu d'espace, il y en a trop. Mais il y a des terrains. Vous savez que, par exemple, ce gouvernement a choisi d'exclure de déploiement d'éoliennes autour des radars militaires. On est passé de 30 à 70 km. Vous avez 70% du territoire français où on ne peut pas installer une éolienne à cause des radars militaires, ce qui n'existe dans aucun autre pays européen. Tout ça pour dire quoi ? On a besoin d'hydraulique, on a besoin de géothermie. Les pompes à chaleur, ça marche bien. On a besoin de biomasse, on a besoin d'énergie marine. Tout ça, ça doit se développer. Et progressivement, Monsieur Sportouche, puisque vous me posiez la question, progressivement, on ferme les centrales nucléaires dont nous n'aurons plus besoin, sans remettre en cause. Il y en a qui sont déjà mises en cause pour être dangereuses aujourd'hui. Est-ce que ça, c'est sûr qu'on commence par... Alors, c'est très compliqué aujourd'hui, reconnaissez, de savoir quelles sont les plus dangereuses. Puisque vous avez Civaux, Chooz et maintenant Penly, où là, on a des réacteurs nucléaires. C'est censé être les plus récents, sont les plus gros. Oui. C'est censé être les plus récents. On est en train de découvrir potentiellement des problèmes génériques. Donc pour vous, ce n'est pas forcément les plus anciennes qui sont dangereuses. De corrosion qui remettent en cause profondément la sûreté des réacteurs nucléaires. Donc, spontanément, on va se dire on va fermer les plus vieilles. Mais là, vu l'état de notre parc, il faudra s'adapter en fonction des plus dangereuses ou des plus vulnérables vis-à-vis du dérèglement climatique. On sait que, par exemple, celle du Blayais, à côté de Bordeaux, elle est sous le niveau de la mer. Et vous interrompez le chantier de l'EPR de Flamanville ? Ah bah aujourd'hui, c'est une cata. Oui, on a compris, mais qu'est-ce que vous faites ? C'est étonnant, ça veut dire... Qu'est-ce que vous avez compris ? On a compris que ça coûtait beaucoup. Je me demande si Yannick Jadot... Bah voilà, ça a coûté quand même 10 milliards. Donc maintenant, est-ce que Yannick Jadot... Ça a coûté 10 milliards ? Au bas mot. Alors, mais la Cour des comptes, c'est 20 milliards. Alors, ça coûtera peut-être 20 milliards. Mais pour autant, je vous pose la question, ça, c'est de l'argent public. Est-ce que vous dites, oui, voilà, je reconnais. Même si c'est 10 milliards, eh ben, j'arrête tout. Il ne faut pas aller jusqu'au bout. On y est presque. Attendez, on y est presque. Oh bah, on a quand même avancé un peu. Oui. L'EPR de Flamanville, il devait tourner en 2012 et nous coûter 3,3 milliards. Non, mais personne ne conteste qu'il y a un souci. Voilà. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour la suite ? rappeler. C'est bien de rappeler. Mais ça, on l'a rappelé. On vous dit 10 milliards, vous dites 20 milliards. Là, on ne sait pas quand est-ce qu'il va pouvoir démarrer. Oui. On ne sait pas. S'il démarrait en 2023, ce qu'ils nous promettent, il s'arrête dès 2024 parce que même le couvercle de la cuve, il faut le changer. Et selon la Cour des comptes, on est à 20 milliards. Vous vous rendez compte ? Mais donc vous ne nous avez pas dit si vous arrêtez tout, si vous continuez. Vous arrêtez parce qu'il coûte moins cher d'arrêter aujourd'hui pour vous. Mais parce qu'il est dangereux, ce réacteur. En plus, il est dangereux. Vous savez qu'il y a des enquêtes sur le réacteur EPR en Chine ? Parce que il y a des fuites. On avance. Qui ont été... On a compris. Donc, non, vous n'avez pas compris. On a compris que c'est dangereux. Non, mais vous vous rendez compte. Vous vous rendez compte, c'est quand même extraordinaire. On a un EPR, c'est un fiasco absolu. C'est un fiasco absolu. Personne, pas un ministre, pas un responsable d'EDF n'est devant une commission d'enquête pour justifier des 17 vous voulez milliards. Une commission d'enquête parlementaire ? Bien sûr. Ah bah écoutez, c'est bien de le dire. Je ne sais pas si vous l'avez déjà dit, mais vous voulez une commission d'enquête parlementaire ? Mais bien sûr. Mais moi j'aimerais, y compris, moi j'aimerais viennent devant cette commission, par exemple. Mais c'est quand même le minimum. Vous vous rendez compte que 17 milliards, c'est presque le budget de l'enseignement supérieur. Et vous avez des gens qui brassent les milliards d'euros d'argent public sans jamais rendre de compte. Et vous avez un président de la République comme Zemmour,
ils ont le même programme nucléaire. Macron, Zemmour, le même programme nucléaire. On va en faire 6 ou 10 de plus. Peut-être que sur le nucléaire. Oui, enfin, ils ont le même programme nucléaire. Justement, sur Emmanuel Macron, sur l'écologie, il y a un fiasco, et vous en faites 6 fois plus, en considérant que 6 fiascos, ça peut être un succès. Vous allez vous retrouver avec Emmanuel Macron au Parlement européen, à Strasbourg mercredi. C'est vrai. Qui d'ailleurs n'a encore rien dit sur le nombre de réacteurs qu'il veut construire, mais passons. On voit bien qu'il y a la volonté de faire de cette présidence française de l'Union européenne un moment de main tendue écologique, puisque du côté d'Emmanuel Macron, on dit que dans une logique de rassemblement pour inventer une écologie compatible avec la croissance économique et la justice sociale, vous pourriez travailler ensemble, il pourrait travailler au-delà de sa propre majorité aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêt, avec Emmanuel Macron, à faire de cette présidence française un succès écologique? Mais je suis parlementaire européen. On se bat pour que l'Europe ce soit un succès. On se bat depuis des années pour que l'Europe soit une Europe du climat, de la réindustrialisation, de la justice sociale. Donc moi, je me battrai toujours au service de l'Europe, parce que c'est au service de la France. Mais Emmanuel Macron, vous savez, j'étais à Glasgow sur le climat, la grande conférence sur le climat. Qu'est-ce qui s'est passé à Glasgow? J'en ai fait pas mal des COP, des conférences sur le climat. Et pour la première fois dans l'histoire des COP, vous savez, c'est l'Union européenne qui négocie en notre nom. Pour la première fois, vous aviez 6 pays européens, dont l'Allemagne, qui ont fait, et les ministres, niveau ministériel, qui ont fait une conférence de presse publique pour dénoncer la France et le fait que la France, pour sauver son nucléaire, s'alliait avec la Pologne du charbon, s'alliait avec la Hongrie du gaz pour sauver son nucléaire, ce que vous lui direz mercredi au Parlement européen. Au détriment du climat. Donc c'est non pour la main tendue. Eh bien, encore une fois, Emmanuel Macron restera le président de l'inaction climatique. Et j'ai porté pour le Parlement européen l'ajustement carbone aux frontières. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la taxe carbone aux frontières. C'est ce qui permet de protéger nos industries du dumping d'autres pays sur le climat et potentiellement de réindustrialiser. Je l'ai porté. Yannick Jadot. On devait installer cet instrument très important pour la relocalisation de notre économie. Très important. On devait l'installer dans les années qui viennent. Et ce que porte Emmanuel Macron, c'est une phase de transition jusqu'en 2036. 2036, mais c'est le film Don't Look Up. Don't Look Up que vous avez vu et que je pense. Juste une petite question tout de même. Si vous n'êtes pas élu et qu'Emmanuel Macron est président de la République à nouveau, vous ne serez jamais son ministre de l'écologie. Ah non. Parce que vous savez qu'on dit chez certains proches d'Emmanuel Macron qu'en effet, il peut y avoir des rapprochements à un moment donné. Est-ce qu'à un moment donné... Ça n'existera pas. On a fait le début de l'émission parce qu'on voit que Barbara Pompili, que vous connaissez bien, est devenue sa ministre de l'écologie en étant à Europe Écologie Les Verts. On se dit peut-être sur un malentendu, ça peut vous arriver. Sur un malentendu, mais en fait, il n'y a pas de malentendu. Il n'y a pas de malentendu. Vous savez, ça fait 30 ans que je suis écolo. Je pense qu'on peut me faire beaucoup de critiques sur plein de choses, probablement, mais on ne peut pas m'enlever ma conviction écologique. On ne peut pas m'enlever que depuis 30 ans, je me bats pour que le climat soit au cœur de nos politiques publiques. Et je me bats, je l'ai dit, avec les entreprises. Regardez, on parlait du prix de l'énergie. Regardez ce qui se passe même dans les boulangeries. Face au prix de l'énergie, face au prix du blé, du fait du dérèglement climatique qui a aussi explosé. La baguette à 29 centimes, pour vous, c'est une aberration? C'est honteux. C'est honteux pour les boulangers. C'est honteux pour la bonne bouffe. C'est honteux pour toutes celles et tous ceux, pour les paysans. Et pour le pouvoir d'achat des plus modestes, il y a des gens qui n'ont pas forcément un budget infini. D'accord, on sacrifie les boulangers? Enfin, vous pensez que c'est rentable pour Leclerc? C'est un coup de com' dangereux pour vous. C'est un coup de com'. Enfin, Monsieur Leclerc est milliardaire. Non, mais ceux qui vont acheter leur baguette à 29 centimes, est-ce qu'ils ne pensent pas au coup de com'? Ils pensent à leur porte-monnaie, Yannick Jadot. D'accord. Et alors, vous payez comment les paysans demain? Non, mais à un moment donné, la question, c'est la cohérence. La question, c'est pas de payer les choses sous leur prix de production. Enfin, si on veut qu'il n'y ait plus d'emplois, si on veut qu'il n'y ait plus d'artisans, vous savez, c'est facile. On peut mettre Michel-Édouard Leclerc et ses coups de com' qui sont, je les trouve, assez très opportunistes. Et voilà. On peut avoir juste des entrepôts Amazon avec des produits chinois dedans, et puis on verra la société dans laquelle on vivra. Il n'y aura plus de libraires, il n'y aura plus de boulangers, il n'y aura plus d'industrie française, parce qu'y compris ce gouvernement la sacrifie au profit de la Chine. Il n'y aura plus d'agriculture, on importera tout du Brésil. Et d'ailleurs, on peut vouloir cette société-là. Ça s'appelle le libéralisme. Ça s'appelle le libéralisme. Moi, c'est pas mon modèle. Président, et on compte sur vous, c'est un pour ou contre. Vous, président. Le grand jury. Vous, président.
président. Yannick Jadot, pour ou contre l'arrêt de tous les projets d'autoroute en cours? A priori, oui. J'ai pas toute la liste des projets d'autoroute, mais tous les contournements qu'il y a autour de Rouen, malgré les élus locaux, tout ça, c'est aberrant. 23 aujourd'hui, projets d'autoroute en cours. En tout cas, il y a des grandes entreprises qui se font beaucoup d'argent sur les autoroutes au détriment du pouvoir d'achat des Français et au détriment vous voulez renationaliser les autoroutes aussi? Je pense que ça serait une bonne idée, oui. Donc, je pense que ça serait une bonne idée. En tout cas, la façon dont Emmanuel Macron a en permanence négocié les concessions autoroutières au profit des sociétés d'autoroutes au détriment des automobilistes est profondément choquant. Pour ou contre l'arrêt de tous les projets de lignes à grande vitesse? À celle qui part de Bordeaux pour aller dans le sud, oui, parce qu'en fait, si on investissait sur les voies existantes, pour les restaurer, parce que ça fait longtemps qu'on les entretient plus. Vous savez que c'est quoi la différence de temps entre restaurer les voies existantes et mettre une LGV? C'est 20 minutes. 20 minutes pour sauver 7 milliards. 20 minutes pour sauver 7 milliards. Moi, je veux des trains du quotidien. Et Montpellier, Perpignan, Marseille, Nice, qui sont vous, président, vous les mettez en œuvre ou pas? Moi, je ne mets pas en œuvre la construction des LGV. Très bien. Je suis pour le train. Je suis pour le train. Taxer davantage les billets d'avion, justement. Oui. Combien? Écoutez, il faut voir. De toute façon, là, aujourd'hui, le scandale, il y a deux scandales aujourd'hui, d'ailleurs, en ce moment. Il y a un, quand vous mettez un plein dans votre voiture, vous payez beaucoup de taxes. Quand vous mettez dans l'avion, vous ne payez pas de taxes sur les carburants. C'est choquant. Deuxièmement, vous savez qu'aujourd'hui, ça a été le scandale sorti par Lufthansa. L'Europe accepte qu'il y ait des dizaines de milliers d'avions qui volent à vide pour maintenir les créneaux horaires. C'est profondément choquant. Avec Karima Delli au Parlement européen, au niveau de l'Union européenne, on veut suspendre ces règles débiles qui font qu'aujourd'hui, on fait tourner des avions à vide. Et enfin, dernier, pour ou contre la vitesse maximale à 30 km/h dans tous les centres-villes de France? Les centres-villes, c'est pas mal, oui. C'est pas mal. Une question sur le carburant. On parlait à la fois carburant, écologie, pouvoir d'achat. Les prix à la pompe, vous, président, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites en sorte qu'ils arrêtent d'augmenter ou est-ce qu'on laisse? Je vous ai dit, moi, on fait un chèque énergie de 300 € pour les 6 millions de familles qui sont les plus en difficulté. 2, on fait un chèque énergie de 100 € supplémentaires pour 15 millions de familles au-dessus. Et puis, moi, je mets en place le covoiturage gratuit la première année pour que les Françaises et les Français, quand il n'y a pas d'offre de transport collectif, et il y a beaucoup de territoires où il n'y a pas d'offre de transport collectif, on puisse mettre en place le covoiturage et que ça ne coûte rien aux Françaises et aux Français. C'est bon pour le pouvoir d'achat, c'est bon pour le climat, c'est bon pour la pollution de l'air et ça réorganise notre façon de nous déplacer. Une question sur le Covid. Le pass vaccinal va être voté aujourd'hui. Vous étiez contre. Oui. Qu'est-ce que vous faites si vous êtes élu président? Vous l'abrogez tout de suite? Ça peut être quand même utile? J'espère qu'on sera dans une situation où la pandémie aura baissé. Ça vient vite le mois d'avril. Hein. Je sais, vous avez raison. Vous serez peut-être président très bientôt. Donc, pour ma part, pourquoi c'est une mauvaise idée le pass vaccinal? Parce que moi, ma boussole depuis le début de cette pandémie, c'est la science. Et les scientifiques, il y a encore eu une tribune de 1200 scientifiques sur le Covid la semaine dernière. Le Conseil scientifique, l'Organisation mondiale de la santé disent qu'il faut convaincre plutôt que contraindre. Et quand vous avez, dans le même temps, donc vous avez oublié le pass vaccinal et l'insulte du président de la République, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron fait de sa politique de santé un référendum pour ou contre lui, c'est extrêmement dangereux. Donc pour vous, il instrumentalise cette crise? Mais bien sûr qu'il instrumentalise cette crise. Je regrette qu'on n'ait pas mis le paquet, y compris, ça n'est pas dans cette loi, sur les capteurs de CO2. Tous les scientifiques le disent. Le gouvernement ne le fait pas. On ne fasse pas la levée des brevets pour vacciner dans le monde entier. Yannick Jadot, vous avez demandé il y a quelques jours la démission de Jean-Michel Blanquer. Oui. Il a reçu les représentants des personnels de l'éducation. Il y a eu des bougées. Est-ce que vous demandez toujours sa démission? Et j'ajoute un complément. Si vous, un jour, un de vos ministres est en difficulté face à des interlocuteurs de son secteur, vous le ferez démissionner? Alors ça, c'est une drôle de façon d'évoquer le sujet. La question, c'est pas est-ce que Jean-Michel Blanquer est en difficulté? C'est, vous savez, pour moi, dans ce quinquennat, on l'a vu, c'est Emmanuel Macron qui décide de tout. Je n'ai jamais appelé à la démission d'un ministre dans ce quinquennat, parce que c'était Emmanuel Macron. Vous n'avez pas appelé à la démission de Jean-Michel Blanquer ces derniers jours? Si, j'y arrive. Mais Jean-Michel Blanquer a une spécificité, c'est qu'il méprise le corps enseignant.
C'est pas qu'il porte une mauvaise politique. Ça, on va avoir un débat d'idées sur la conception de l'école, sur les effectifs, sur les rythmes scolaires, sur Parcoursup, tout ça. On va avoir le débat d'idées. Mais c'est que Jean-Michel Blanquer et ce gouvernement, c'est ça qui est grave. C'est qu'ils ont laissé l'exaspération s'installer. Ils ont laissé l'épuisement des enseignants, des parents d'élèves et des élèves s'installer. Et il a méprisé toutes ces personnes-là. Et vous dites que c'est un référendum qu'il est en train de faire pour ou contre sa politique sanitaire. Donc vous dites aux gens de voter contre lui, c'est ça? Non, je dis aux gens de se vacciner, même s'ils détestent Emmanuel Macron. Même pour la 4e dose, vous dites oui? On n'y est pas encore, franchement. Attendez, est-ce qu'on peut avoir les débats les uns après les autres? Je dis aux Françaises et aux Français, vaccinez-vous, vaccinez-vous, vaccinez-vous. Je dis au président de la République de se battre pour lever les brevets, pour que le monde entier puisse se vacciner. C'est bien pour les pays du Sud, c'est bien pour éviter l'émergence de nouveaux variants. Et je dis, mettons des capteurs de CO2 dans nos écoles pour qu'on évite les contaminations. Parole aux électeurs. Le grand jury, parole aux électeurs. Bonjour Marie-Pierre Haddad. Bonjour à tous, bonjour Yannick Jadot. Bonjour. Alors dans les questions des internautes que nous avons reçues, il y a la question de Sandrine qui nous a écrit sur le compte Twitter de RTL et elle vous interroge sur le chlordécone. Sa question est très directe, écoutez-la. Yannick Jadot, bonjour. Comme vous le savez, le chlordécone est un scandale environnemental et sanitaire, mais aussi économique et social. Vous, président, dépolluez-vous les sols et indemnisez-vous les victimes? Oui. Donc, c'est un scandale vous, président, absolu. vous engagez à le faire. Bien sûr, c'est un scandale absolu. C'est clair, là, on n'a pas besoin de... Parce qu'on a d'autres questions. Non, juste parce qu'on ne parle pas souvent des Outre-mer. Pardonnez-moi. Mais là, on ne parle pas souvent des Outre-mer. 90% de la population qui est contaminée. On a, sur certains cancers, les taux les plus élevés au monde. Le taux est le plus élevé au monde. Donc il faut que ce soit une action majeure. Autre question. Oui, Anne Hidalgo vient d'être interrogée sur le fait qu'elle puisse retirer sa candidature pour vous rallier. Et sa réponse est plutôt directe aussi. Là. Elle dit « Ce n'est pas en demandant à l'autre de renoncer qu'on arrivera à créer une dynamique ». Écoutez, vous savez, moi, il y a 5 ans, quand la situation politique, c'était que je me retire au profit de Benoît Hamon pour nous donner une chance. Je n'ai pas fait appel à une primaire. Donc vous lui demandez de vous rendre l'appareil. Vous lui demandez, la question, c'est pas de rendre l'appareil. C'est pas chacun son tour. C'est pas comme ça que ça se construit la politique. Ce que je dis aux socialistes, qui à mon avis regardent le paysage de leur ancienne famille ou de leur famille politique avec probablement beaucoup de déprime et de déception, je leur dis prenez. Faites part, venez, rejoignez-nous avec vos idées, vos projets, votre histoire et faisons de l'écologie le grand moment de cette élection présidentielle et la victoire de 2022. Merci Yannick Jadot. Est-ce que vous nous dites quand même qu'en cas de second tour, Emmanuel Macron face à un autre candidat de droite ou d'extrême droite, vous voteriez pour Emmanuel Macron ou pas? Les écologistes ont toujours pris les responsabilités pour empêcher l'extrême droite d'accéder au pouvoir, mais ma seule détermination, c'est de faire en sorte que l'écologie prenne le pouvoir dans ce pays, gouverne les 5 prochaines années et donc je suis Yannick et nous Jadot, sommes tous concentrés pour gagner cette élection présidentielle.